Alors maintenant, le sujet qui vous a tous amenés ici, actualité réglementaire et cotation. Et je vais passer la parole à Élodie Dumortier et à Vincent Dédès. Pour information, les questions continuent à se poser comme ce matin. Hop. Toujours, merci à vous. Bon, pour le programme, on a des choses intéressantes qui arrivent. Alors, effectivement, les cotations, toujours un peu rigolo. Et après, on aura effectivement des choses sur le travail aidé. Vous avez vu que ça fait réagir les orthoptistes. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on a intérêt à faire attention dans nos cabinets, avec qui on travaille, comment on travaille, parce que ça s'est déjà produit dans le temps. Donc, il faut essayer de rentrer de plus en plus dans les clous avec les vraies compétences de chacun. Alors, c'est vrai que les assistants médicaux sont une profession qui est un petit peu dans le flou actuellement. Donc, on va voir comment ça va aller. Mais nous, on est plutôt attachés à avoir plusieurs types de personnel pour nous aider. Je pense que c'est une sécurité pour l'avenir. Il faut continuer dans ce sens-là, mais en étant réglementaire et pas se retrouver coincé. On aura un truc intéressant effectivement sur les logiciels. Alors Olivier que vous connaissez tous, Olivier qui est caché là-bas, donc qui fait de l'ophtalmologie de temps en temps et beaucoup d'informatique. Enfin, il fait les deux, c'est pas vrai. Voilà. Et on aura effectivement, puisqu'on voit qu'on discute avec tout le monde, on aura le directeur général de Doctolib. Donc c'est effectivement Jean-Urbain Hubeau qui est très gentil. Soyez gentil avec lui comme vous avez été gentil avec les opticiens et les orthoptistes ce matin à la caisse. C'est un gros acteur pour nous, il connaît parfaitement le sujet. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir son avis sur l'informatique. Et après, effectivement, probablement que le contrôle sécurité sociale, malheureusement, le pauvre Jean-Paul va servir de tampon pour terminer à peu près à l'heure. Donc, on verra si on arrive à le faire. Donc, sur les cotations, on va avancer effectivement rapidement. Alors, c'est une commission qui est très active et qui est souvent sollicitée. Donc, pour ceux qui sont au conseil d'administration, si vous manquez de travail, n'hésitez pas à rejoindre effectivement les deux dames extrêmement actives, Chantal Nouvel qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est coincée, et Élodie Dumortier. C'est probablement la commission la plus sollicitée, qui est parfois très technique. On voit que les commissions, ça devient très très compliqué. Alors parfois, les réponses, elles prennent un peu de temps parce que il faut qu'ils se renseignent et ça bouge en permanence. Ce qui est toujours un petit peu dommage, c'est que les gens parfois nous appellent trop tard. Donc j'ai envie de dire adhérer avant. Quand on voit les gens adhérer le matin et nous envoyer un courrier l'après-midi, on se doute bien qu'on va avoir un gros dossier. Ça, c'est un grand classique. Adhérer un petit peu avant, parce qu'en général, quand on doit gérer un dossier qui est compliqué, ça ne va pas prendre une demi-heure. Souvent, ça peut me prendre des heures à moi, ou effectivement à Chantal ou à Élodie. Parfois, c'est des heures et des heures de discussion. Maintenant, on rentre en contact direct avec l'avocat, on se retrouve à faire. Donc voilà, j'ai envie de dire... Préparez en amont et surtout, regardez la ROF. Vous avez vraiment beaucoup d'informations, si vous pouvez faire, pour vous éviter de vous retrouver, parce qu'on verra qu'il y a de plus en plus de contrôles. Ils sont de plus en plus nombreux. Nous, on a de plus en plus, effectivement, de collègues qui se font embarquer avec des procédures complexes. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, si de toute façon, on est tous examinés à la loupe, je dis, on est tous quasiment condamnables, parce que c'est tellement devenu compliqué. Donc, il vaut mieux ne pas, effectivement, y avoir droit, parce que ça devient véritablement une usine à gaz. Et on voit bien avec M. Badinier qui était là, ça devient de plus en plus efficace. Ils ont bien appris avec les centres de santé comment ça marche. Ils ont développé des outils. Maintenant, ils ont récupéré de l'argent sur les centres de santé. Donc aujourd'hui, ils ont trouvé, tiens, c'est assez pertinent. Et l'ophtalmologie, ça brasse beaucoup de sous. Donc finalement, c'est assez rentable. Donc les erreurs, on a quelques malhonnêtes, voilà, très très peu, et tant mieux. Et souvent, ils ne sont pas vraiment au SNOF. Et par contre, souvent, c'est de la méconnaissance ou c'est des mauvaises informations transmises par le voisin, le confrère, celui qui faisait avant, m'a dit que je pouvais le faire. Alors effectivement, on a plein d'endroits où il y a des réseaux sociaux où ça échange, où ça discute. Quand on voit ce qui est parfois écrit, moi, parfois, je suis effaré. Et d'ailleurs, dans tous les niveaux, que ce soit les médicaux, je vois qu'on a des gens de l'Arsène qui sont là, il y a je vois passer des messages, je me dis, mais mon Dieu, il y a des choses qu'ils n'ont pas bien compris, ils se mettent dans une situation très compliquée. Donc, il y a des références qui sont Amélie, le SNOF. Alors, parfois, ça peut ne pas nous plaire. On débattait hier avec une collègue en disant, bah oui, c'est pas très très bien de ne pas pouvoir le faire. Ben oui, mais la convention, on l'a tous signée. Donc, si effectivement je veux faire comme je veux, ben, je sors de la convention et puis je facture ce que je veux. Mais si je suis conventionné et que la caisse participe, ben, je me dois de respecter les règles. Et nous, derrière, ben, on essaye effectivement de faire bouger les lignes, en sachant, on en reparlera un peu plus tard, que c'est pas forcément simple parce qu'on est considéré plutôt comme une spécialité riche, à juste titre ou à mauvais escient. On en reparlera et on a des éléments à fournir. Donc, je vais laisser la parole à Élodie, puis je reviendrai pour la fin si vous voulez bien. Alors, bonjour à tous, merci Vincent. Moi, je vais juste vous faire un petit rappel, mais je pense que tout ce que je vais vous dire, vous êtes au courant. Je fais encore partie des 15% d'ophtalmo non aidés. Donc, moi, je vais vous parler de la partie en cabinet de ville
non aidées, donc les cotations simples par l'ophtalmo, et Vincent vous reprendra pour celle des gros centres. Alors déjà, il faut savoir que pour coter, il faut que le patient soit dans le parcours de soins, en tout cas si vous voulez qu'il soit bien remboursé. Le patient qui est amené à vous consulter accède soit via le médecin traitant, soit par un accès direct. Notamment dans le cadre de la réfraction, du suivi glaucome ou des MLA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 très grandes familles de cotation. Donc, la nomenclature générale des actes qui a été la plus ancienne, créée en 1972 et qui concerne tous les actes cliniques médicaux. Donc, quand vous cotez une C ou CS, donc une consultation ou APC, ça fait partie de la NGAP. Et ensuite, en 2005, vous avez la classification commune des actes qui a été créée, donc qui est quand même très bien adapté à notre spécialité qui est technique. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? Ça, on va le voir ensuite. Je pense que les deux doivent être utilisés. Alors, pourquoi faut-il respecter les règles ? On vous l'a dit déjà tout à l'heure. Parce que c'est la loi. Si vous ne le faites pas, il y a des sanctions individuelles. Et surtout, cela évite des sanctions collectives, puisque plus il y a d'abus, plus ils vont sanctionner la profession. Alors, toute cotation doit être justifiée, elle doit être réalisée par le médecin et on va le voir selon le libellé de la CCAM. C'est le médecin qui effectue la cotation et qui est le seul responsable. Et bien sûr, cela doit être facturé en date du jour de sa réalisation. Donc, le compte-rendu doit toujours figurer dans le dossier au cas où si vous avez des contrôles, ils vont relever les dossiers médicaux ou ils sont capables d'appeler les patients pour savoir si l'acte que vous avez réalisé a été vraiment réalisé. Alors ça, c'était les règles générales, mais selon le conventionnement, la facturation peut varier. Donc si vous êtes en secteur 1, il y en a encore très peu, mais il y en a. Donc c'est au tarif opposable. Et secteur 2, avec les dépassements, il est toujours précisé avec tact et mesure, mais les secteurs 2 peuvent faire les dépassements qu'ils veulent. Et l'Optam, donc Vincent reviendra juste après, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais les médecins qui sont éligibles doivent signer un contrat auprès de leur caisse et doivent respecter absolument le taux de dépassement et le taux d'activité réalisée à tarif opposable. Donc là, il y a eu des grosses discussions, il reviendra là-dessus, puisqu'en fait, les taux de ceux qui ont respecté l'Optam se sont vus vraiment dévalorisés par rapport aux autres. Donc ça, il y reviendra juste après. Et en contrepartie, donc vous pouvez utiliser pas mal de cotations du secteur à honoraires opposables et vous bénéficiez d'une prime en général qui est versée l'été, donc qui est assez quand même intéressante. Si vous respectez bien sûr toutes les règles. Alors la facturation, elle varie aussi, on l'a vu tout à l'heure, selon le parcours de soins, l'adressage du patient et la situation du patient. Donc on va y revenir juste après. Les cas particuliers, donc ceux à qui vous devez réaliser le tiers payant social obligatoire et où le tarif est bloqué, quel que soit le secteur, c'est les C2S ou anciennement CMU. Par contre, certains, le DP est possible, notamment pour les AME, donc les aides médicales d'État. Alors attention, ils n'ont pas de médecin traitant, donc toutes les cotations ne peuvent pas être appliquées. Les patients qui accèdent au rendez-vous pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, les patients à 100%, ou les femmes enceintes. Alors, c'est toujours délicat de faire un dépassement d'honoraires chez un patient qui vient AME ou avec un accident du travail et qui n'a pas un centime dans sa poche. Donc ça, tout est discutable, mais c'est possible. Donc vous avez les cas généraux et quelques cas particuliers. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il faut absolument respecter le libellé et ne pas coter par assimilation. Donc, quand vous faites un fond d'œil, vous n'avez pas le droit de coter un V3M si vous l'avez fait avec votre lentille de Volk. Et ça, c'est extrêmement facile pour la Sécu de vérifier en appelant le patient si elle a eu un truc dans l'œil ou pas au moment où vous avez fait l'examen. Donc, il faut aussi respecter le libellé, notamment pour l'OCT. C'est un acte bilatéral, donc vous n'avez pas le droit de coter OCT plus OCT divisé par 2, ce qui était le cas au début. Et cet acte, il est variable en fonction de si vous êtes en secteur 1 ou Optam, ou alors si vous êtes en secteur 2. Alors attention aussi aux redondances. Si vous faites un fond d'œil au verre de contact et une gonio, c'est compté dans le même acte, donc vous n'avez pas le droit de coter 2 actes.
Le cas de figure aussi, c'est le champ visuel. L'orthoptiste n'a pas le droit de compter un champ et vous un champ. Et ça, pareil, Vincent y reviendra ensuite dans le cadre des associations. Donc, vous avez le droit d'associer 2 actes CCAM. Vous n'avez pas le droit d'associer un acte de la nomenclature NGAP et CCAM. Les actes médicaux sont donc non redondants et le premier peut être coté à 100% et le deuxième à 50%, mais ça, je pense que vous le savez tous. Alors, les associations, il y a eu un moratoire là-dessus. Il y a eu un excès de cotation de bilan orthoptique le jour de la consultation. Donc, il a été décidé d'interdire la cotation le même jour d'un bilan orthoptique par une orthoptiste salariée ou libérale et d'une consultation, à l'exception des patients strabiques ou avec troubles neuro-ophtalmologiques avérés. Voilà, vous avez les quelques exceptions qui sont notées. Donc attention, pas de bilan orthoptique systématique avec une CS ou pas de bilan orthoptique avec une cotation CCAM, motricité oculaire ou vision binoculaire. Alors vous avez toutes les associations possibles qui sont reprises dans la ROF. Donc là, c'est des exemples. Alors c'est vrai qu'on peut en faire un certain nombre. Je pense qu'on a tous nos habitudes un peu systématique en fonction de ce qu'on fait. Donc je ne vais pas revenir là-dessus puisque vous avez tout ça dans les revues. Alors juste une particularité sur les cotations lentilles, parce qu'on en a discuté tout à l'heure. Les actes d'adaptation lentilles sont remboursés, mais uniquement dans les indications où les patients seraient myopes forts, avec un astigmatisme irrégulier, une anisométropie forte, un strabisme accommodatif, la phakie ou le kératocone. Dans ce cas-là, vous pouvez coter en code CCAM. Dans tous les autres cas, l'adaptation des lentilles de contact est un acte hors nomenclature et donc ne doit pas faire intervenir la sécurité sociale et vous devez donner à votre patient une fiche d'honoraires pour le remboursement auprès de sa mutuelle, s'il en a une. Donc là, pareil, dans la ROF de début d'année, vous avez une revalorisation de pas mal d'actes en fonction du secteur. Donc je ne vais pas tous vous les énumérer. Donc ça, c'est pas énorme, c'est quelques centimes, mais c'est toujours pas mal à prendre. Et donc ça, c'est vraiment un extrait des revalorisations des actes CCAM. Alors pour finir, avant juste de laisser la parole à Vincent, je vais juste vous refaire un petit récap sur les nouveautés en NGAP, donc pour les consultations. Depuis le début de l'année, la CS a disparu en secteur 2, ça devient le C à 23 €. Si vous êtes en secteur 1 ou Optam, ou si vous êtes en secteur 2 mais à tarif opposable, vous pouvez coter la CS à 26,50 puisque la formule MPC, donc la majoration forfaitaire, elle disparaît puisqu'elle est intégrée dans la consultation. Seul le MCS, donc la majoration de coordination des soins avec le médecin traitant, est maintenu. Alors attention, officiellement, si vous cotez une CS MCS à 31,50, vous êtes obligé de faire un retour écrit au médecin traitant ou imprimer le compte-rendu de consultation. Alors pour l'APC, attention à l'aide ponctuelle de consultant, puisque pour cela, il faut absolument que vous ayez une demande explicite du médecin traitant ou d'un associé. Il faut que la lettre soit normalement scannée dans le dossier et il faut absolument normalement ne pas revoir le patient dans les 4 mois. Si vous êtes amené à le revoir, l'acte suivant sera coté en CCAM et vous pouvez faire un dépassement d'honoraires en secteur 2. Par contre, pour les urgences, c'est bien au tarif opposable et vous avez une majoration de 15 € sur la CS dans un délai de 48 heures qui va passer à 4 jours en 2026. Donc, si un médecin traitant vous appelle pour voir un patient, ou si le patient a appelé son médecin traitant et qui lui a dit de venir vous voir, ça, il faut juste le mentionner dans le dossier. Vous avez le droit de coter 15 € si vous le recevez dans les 48 heures et bientôt dans les 4 jours. Et alors, petite particularité de l'Optam, puisque la grande question, c'est est-ce qu'il faut y rester ou est-ce qu'il faut y sortir ? On a quand même quelques avantages au niveau des cotations. Alors, on n'y pense pas toujours.
Vous avez trois cotations, notamment la POG, donc la pathologie oculaire grave, qui permet d'ajouter 16 € au tarif opposable pour les moins de 16 ans avec une pathologie oculaire grave ou un déficit neurovisuel lié à une pathologie générale. Donc ça, on n'y pense pas, mais c'est une consultation entièrement remboursée pour le patient à 47,50 €. Lors de la majoration initiale anisocorie, donc lorsqu'un patient vient pour la première fois pour un bilan anisocorie, diplopie ou ptosis neurologique, vous pouvez ajouter la cotation 30 €, mais à ce moment-là, il faut gérer par exemple l'adressage chez le neuro ou en imagerie si nécessaire. Et alors, il y a une particularité pour la majoration MOP, donc pour les patients de plus de 80 ans. Avant, c'était la Sécu qui vous ajoutait les 5 € quand vous aviez signé à l'Optam ou en secteur 1 à chaque consultation. Maintenant, c'est à vous de le faire directement dans la cotation et il faut rajouter la formule MOP, donc les 5 € dans votre cotation. Enfin, voilà, et je vais passer la parole à Vincent. Merci beaucoup, Élodie. Alors, donc, on va faire quelques focus sur des choses qui posent question en ce moment. On reviendra effectivement sur l'Optam parce que vous avez dû recevoir vos avenants en ce moment. Est-ce que je dois le signer, pas le signer? Est-ce que je mets la poubelle ou pas? Et les négociations qui arrivent. On sait qu'il y a des choses qui passent en ce moment, effectivement, sur le secteur 2. Donc, pour le code 5. Alors, pourquoi je vous parle du code 5? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de contrôles et on a une espèce de flou juridique. Ce que je vous mettais tout à l'heure dans la diapositive, c'est qu'on a parfois des choses extrêmement claires, comme dit Élodie, il faut les respecter, mais parfois il y a des choses assez floues dans la nomenclature, et finalement il va y avoir des tendances. Alors ces tendances, maintenant nous on échange avec la Caisse nationale d'assurance maladie, bon bah écoutez, oui ça nous paraît bien, mais c'est très très compliqué d'avoir quelque chose d'écrit. Donc ils nous disent ok ça passe, pas de souci. On avait jusqu'à présent pour le code 5 un sujet au niveau national qui était de dire une phase thérapeutique, une phase diagnostique, puis une phase effectivement thérapeutique derrière, pouvait être cotée en code 5, ce qui permettait de coter 3 actes, voire un 4e acte. En fait, ça commence à être remis en cause de plus en plus par différentes caisses locales. Donc ça, c'est quand même embêtant, et on est bien embêté. Donc ça fait un moment qu'on dit méfiez-vous de ce code. Il faut vraiment effectivement le justifier. C'est un acte dérogatoire, c'est-à-dire que ça ne peut pas être utilisé en systématique. Donc c'est un contrôle en cours qui doit être effectivement dans la foulée, avec des contrôles qui sont là, les différents arguments de la caisse, on en a deux, c'est qu'ils nous disent, vous avez prévu les actes à la suite, et pour eux, ça doit être des actes non prévus, donc on reviendra sur le treat en extend, les actes treat en extend, on est clairement sur des actes prévus, donc c'est là-dessus qu'ils viennent nous chercher. Ils vont plus loin sur le fait que ça concerne tous les actes de la journée, c'est-à-dire que si vous faites le matin dans votre cabinet, vous avez organisé l'après-midi dans un établissement de soins où vous voulez, et bien pour eux, c'est considéré effectivement comme la suite de l'acte. Donc même si on le sépare à 2 endroits différents, ça ne le va pas. Et donc effectivement, soit on a le droit d'utiliser un code 5, pas de souci. Si on n'a pas le droit d'utiliser un code 5, ça s'arrête aux 2 premiers actes du matin. Et ça concerne l'équipe. On peut avoir même, effectivement, il y a une caisse actuellement plus loin qui est en train de dire si c'est dans la CELARL, c'est-à-dire que c'est fait par le docteur X de la CELARL et le docteur Y de la CELARL l'après-midi, et c'est la même équipe, donc ça ne va pas. Donc ça sera à mon avis plus compliqué à la caisse pour aller le démontrer, parce que je peux tout à fait effectivement dire moi je ne veux pas faire d'injection parce que je ne suis pas compétent, je ne sais pas faire d'injection, et puis mon collègue par contre il est extrêmement compétent, donc ça sera un peu plus compliqué. Mais on voit que ça discute. C'est très embêtant, et ça très embêtant sur, par exemple, un exemple typique, c'est le treat en extend. Aujourd'hui, on est tous d'accord que c'est quand même mieux pour les gens. On a beaucoup de justifications, qu'elles soient médicales ou financières, puisqu'en fait, ça réduit le nombre d'injections, il y a une meilleure observance pour les patients, il y a moins de transport. Donc ça a été chiffré, c'est un sujet qui traîne depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, on a officiellement une demande à la Caisse nationale d'assurance maladie pour clarifier les choses et éviter à nos collègues de partir dans le dur et de se retrouver à devoir des indus, parce que c'est quand même des sommes importantes. On n'arrive pas aujourd'hui à avoir de réponse, on croise les doigts. Je ne vous cache pas que la difficulté actuellement, c'est que pour M. Bédigné, et puis là j'en profite, pour M. Fatom, il considère que les ophtalmos et les rétiniens sont trop riches. Donc même si c'est source d'économie pour lui, en fait ça l'embête de redonner de l'argent effectivement à des gens qui considèrent un peu trop riches, même si c'est une économie pour la société. Un petit peu dommage parce que c'est compliqué d'aller défendre ce genre d'argument.
Donc c'est bien, ça reste possible sans débat sur des choses effectivement non prévues, par exemple découverte d'une membrane néovasculaire chez un patient et vous démarrez le traitement. Là, vous êtes typiquement dans un code 5, celui-là, il n'y aura aucune difficulté. Vous voyez le patient, il vient chez vous, il y a une baisse de vision, vous faites l'OCT, vous faites le fond d'œil, photo de fond d'œil, et vous décidez dans la foulée de faire l'IVT, bien évidemment, faites le code 5, celui-là, il est facile. Par contre, la suite, l'organisation sera plus compliquée. Et pareil, dans le cadre de l'urgence, donc découverte de déchirure plus traitement laser, celui-là, on n'aura pas de souci. Donc le principe de je fais effectivement du diagnostic et derrière du thérapeutique de manière imprévue, le code 5, celui-là, on pourra le défendre sans difficulté. Pour le reste, faites attention, ça devient un peu compliqué, il va peut-être falloir changer nos pratiques, on attend une réponse de leur part. L'autre sujet qui commence à poser un peu problème, on sent qu'il y avait déjà eu un rapport, en fait, qui est ce qu'on appelle le profil des ophtalmos libéraux, qui a été publié en 2023. Ça concernait à peu près 4000 ophtalmos libéraux, je ne parle pas de centres de santé, je ne parle pas d'hôpitaux, c'est les ophtalmos. Et ils ont distingué 6 profils d'ophtalmos. Alors les profils d'ophtalmo, c'est pratique courante sans chirurgie, donc 1567. Pratique courante avec chirurgie, la chirurgie c'est essentiellement de la cataracte, 1202. Ils ont distingué un profil d'orthopsie, on verra à quoi ça correspond. Un profil IVT, donc les gens qui font énormément d'IVT, chirurgie de la cataracte, donc des gros opérateurs de cataracte, et puis autre chirurgie, paupières, oculomotrices. Et tout ce qui n'est pas chirurgie oculomotrice, donc une cinquantaine. Et en fait, ils ont été détaillés dans chaque sous-groupe, quelle était effectivement la part des honoraires. Et par exemple, dans le groupe orthopsie, en fait, la moyenne des honoraires sans dépassement pour le profil orthopsie, c'était 20% de leur chiffre d'affaires. Pour les autres groupes, on est à 1,75%. Donc on voit que globalement, on a à peu près 310, donc c'était à moins de 10%, c'est 8% des ophtalmos qui génèrent à peu près 70% des dépenses de cumul d'AMY. Donc c'est vrai que ça date un peu, je pense que ça a probablement progressé, mais on voit bien qu'aujourd'hui la caisse, elle commence à se poser des questions, et qu'aujourd'hui ce cumul parfois systématique de certains d'entre nous, certaines activités, n'est plus tenable, et on a effectivement des demandes actuellement, comment justifier ce cumul systématique. Aujourd'hui on le déconseille fortement, parce qu'il ne faut pas faire partie effectivement de ces 318, et encore moins des 50 ou 100 du haut de la fourchette des 318, où on a des gens où effectivement ça va être cumulé à 90%, et pour certains, si on rentre un peu dans le détail, on a effectivement des collègues qui avaient, je crois que je l'avais mis en dessous, voilà, ils étaient répartis entre 10 à 60% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire 60% de leur chiffre d'affaires, c'était des actes d'orthopsie. Je vous rappelle que la valeur de l'acte d'orthopsie est quand même bien plus faible que l'acte d'ophtalmo. Vous imaginez le ratio. Donc ceux-là, ça va être compliqué à défendre. Nous, on considère qu'au-delà de 10-15%, ça va être difficile à aller effectivement justifier. Donc faites attention à ça, et en tout cas, faites-le bien. Le fait d'avoir mis votre orthoptiste en libéral ne vous protège pas. Parce qu'on voit parfois d'autres modèles en disant l'orthoptiste elle est en libéral, elle facture tout seul. Là, on a pareil, ce qu'on en parlait un petit peu ce matin, on a un contrôle en cours. Donc c'est considéré comme du travail aidé même en libéral, puisqu'en fait, ils ont repéré que tous les actes étaient communs entre l'orthoptiste et l'ophtalmo. Et en plus, vous ouvrez la porte à ce que l'orthoptiste derrière, puisque demain, vous allez arrêter ça si la caisse va vous demander le remboursement des AMY, vous allez dire à l'orthoptiste, on arrête de facturer comme ça. L'orthoptiste se retrouve sans travail, sans rémunération. On n'a pas insisté ce matin quand Mélanie était là, mais effectivement, l'orthoptiste qui avait plus de rémunération, qui avait plus de choses, sa porte de sortie, c'est de vous amener effectivement au prud'homme pour dire c'était du salariat déguisé. Et finalement, ça devient une rupture conventionnelle sur du salariat déguisé, et vous allez retrouver avec une facturation de ce côté-là. Et c'est basé, c'est calculé sur le salaire des orthoptistes qui étaient en libéral. Et souvent, quand ils fonctionnent comme ça et qu'ils vous font 40 actes d'orthopsie par jour, vous imaginez la rémunération que ça génère. Donc vous vous retrouvez véritablement avec 2 bombes à retardement qui sont potentiellement extrêmement embêtantes. Ça fait un moment qu'on interpelle nos collègues en leur disant ne rentrez pas sur ce modèle-là parce que c'est un modèle dangereux. Et la caisse, aujourd'hui, il faut s'en méfier. Donc ce cumul d'AMY8, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de le faire et c'est tout à fait justifié. On ne défendra pas ça. Et nos collègues qui sont coincés, on va aller essayer de défendre un maximum de cumul d'actes qui seront défendables. Mais là, je vous dis, la nouvelle, c'est 93% par exemple. On ne va pas pouvoir justifier 93% de cumul d'actes en AMY. Ce n'est pas possible. Donc, circulaires, elles sont là maintenant pour limiter le cumul avec les AMY8. Donc c'est interdit avec la CES, l'APC, le RNO, le RNM, la VB, motricité et les autres AMY. Et donc ces actes sont comme nous, c'est comme des actes CCM, ce que disait Elodie, ils doivent être justifiés et interprétés. C'est-à-dire que si vous avez juste gentiment l'acuité visuelle, s'il n'y a rien d'autre, ça risque d'être un peu compliqué. Donc le compte-rendu de l'orthoptiste, si vous avez facturé un AMY8, doit être un peu plus détaillé. Alors, pas le crier sur toi, mais c'est vrai qu'on a des outils informatiques qui peuvent faire des choses automatiques, mais méfiez-vous des comptes rendus automatiques, la caisse n'aime pas. Donc attention aux modifications de pratique. On a vu effectivement avec l'arrivée de circulaires
des collègues qui faisaient rétinophoto, VB, et puis ils faisaient effectivement la MY8. À partir du moment où la circulaire est apparue, ils ont remplacé la VB par rétinophoto, effectivement, plus pachymétrie, ou rétinophoto plus étude de flux lacrymaux. Donc du jour au lendemain, ils faisaient effectivement quasiment tous leurs patients, donc rétinophoto VB, et puis du lendemain, ils sont passés rétinophoto pachymétrie. Pachymétrie, la justifier tous les ans, ça ne va pas forcément être simple non plus. Donc adapter sa cotation, il ne faut pas prendre les médecins contrôleurs pour des imbéciles, ils ne sont pas idiots, ça, à un moment ça ne va pas être facile. Et là, c'est des actes CCM, donc il va vous demander les comptes rendus, pourquoi vous l'avez fait, ça risque d'être compliqué sur des milliers de dossiers. Donc ce que je disais, si l'orthoptiste est en libéral, c'est exactement les mêmes règles. Et en plus, vous rajoutez le risque de qualification de salariat déguisé. Ce que disait Mélanie, et là effectivement c'était tout à fait vrai, que vous utilisiez une orthoptiste en libéral une demi-journée, une journée par semaine, faire des actes de manière technique, pourquoi pas, il n'y a aucun sujet là-dessus. Par contre, si vous donnez l'ensemble de l'activité, voire une très grande partie de l'activité de l'orthoptiste de cette façon-là, vous êtes sur du salariat déguisé, donc il faut la salarier. Si elle ne veut pas l'orthoptiste parce qu'il y a une baisse de rémunération, vous en séparez, et vous en séparez le plus vite possible. Pas brutalement, parce que si du jour au lendemain elle se retrouve au chômage, elle va venir vous chercher. Donc il faut progressivement sortir de ce modèle-là. Donc ce que au-delà de 10-15% en cas de contrôle sera difficile. Si vous êtes au-delà avec des choses très particulières, on a des spécialistes du strabisme, on a des choses un peu particulières, pourquoi pas. Et comme toujours, ça doit être une utilisation effectivement qui est raisonnée et justifiée. Donc le RNO et le RNM, vous commencez maintenant à connaître, bien respecter les critères d'inclusion ou d'exclusion. Alors je sais bien que ça ne plaisait pas à la Mélanie quand je lui disais, mais très clairement, la DSS, elle a failli faire sauter parce que l'usage n'était absolument pas dans les critères d'âge. Donc elle le sait. C'est-à-dire que les plateformes qu'on voyait aujourd'hui, ils allaient de 0 jusqu'à 80 ans. Donc ils ne sont pas idiots, ils le voient. D'ailleurs, les complémentaires sont en train de travailler également sur ce sujet-là, en train de dire on ne rembourse pas. Les opticiens, je crois qu'il y en a encore un, voilà. Hugues, voilà, qui est là, comme tu me confirmeras ou tu m'affirmeras. On voit maintenant les opticiens qui commencent à être embêtés avec des ordonnances effectivement issues des orthoptistes. Parce qu'effectivement, ce n'est pas dans les critères, ce n'est pas dans les clous, c'est 1642 pour la primo-prescription, du RNM comme un stade. Donc en fait, ça rentre dans... Effectivement, ils peuvent faire des choses, mais il y a des critères, il faut respecter. Donc le respect de cumul d'actes, on l'a déjà vu. Le respect des lieux. Un RNO, c'est dans un cabinet d'ophtalmo. Donc cabinet d'ophtalmo, on a déjà défini ensemble ce que c'était. C'est-à-dire qu'un ophtalmologiste qui est une fois de temps en temps, et quand je dis une fois de temps en temps, c'est au minimum 1 jour par semaine, idéalement plutôt 2 jours. Et le RNM, c'est un cabinet d'orthopsie. Donc on ne fait pas 2 choses différentes. Et il y a des contrôles qui sont en cours. Et de la même façon, ces contrôles, ça commence à discuter un petit peu. Et ils commencent à être un peu plus pertinents sur ces choses-là. Alors toujours pareil, si vous faites ça de manière artisanale, je ne suis pas très inquiet. Si vous faites ça de manière industrielle comme certains, ça risque d'être compliqué. Alors, la revalorisation des actes et la convention, donc on a un petit peu parlé, donc on aurait dû être augmenté le 1er juillet 2025. En fait, il y a eu une alerte du comité d'alerte justement sur l'évolution des dépenses de santé. Et donc, ça a entraîné automatiquement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation avec qui que ce soit, c'est automatique. En fait, c'est tout simplement un report des revalorisations, de toutes les revalorisations. Donc, c'était au 1er juillet, on est passé donc au 1er janvier 2026, on a été prévenu 10-15 jours avant la date. Alors bon, pour ceux qui gèrent l'administratif chez nous, j'en suis désolé, parce que c'est un énorme travail d'aller ajuster nos logiciels de cotation, et en fait, tout était mis en amont, c'est quasiment 1 ou 2 jours de boulot, et puis finalement, tout ça repart à la poubelle, et puis on repart. Alors, on sera peut-être prêt pour janvier 2026, si ça ne change pas. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc ça a entraîné quand même des choses positives. On a parlé effectivement, et on y reviendra sur l'Optam, je vous donnerai mon avis, vous pourrez bien évidemment avoir un avis différent, on pourra en parler. Les calculs de taux d'Optam, puisqu'on nous proposait actuellement des nouveaux taux. Donc c'était dans la convention, je ne vous cache pas que c'était une incompréhension. Le but de la convention était plutôt d'élargir les médecins pour aller vers l'Optam. On s'est rendu compte qu'avec le calcul, c'est tellement devenu une usine à gaz qu'en fait tout le monde s'est un peu perdu, et je pense la Caisse aussi. Je ne crois pas à la théorie du complot de la Caisse. Je pense que c'est simplement un outil qui est devenu très compliqué, qu'ils n'ont absolument pas vu l'effet pervers de ce qui allait se passer effectivement avec l'Optam. Donc en 2 mots, si vous avez vu les avenants, si vous ne respectez pas vos taux d'Optam, vous avez eu des meilleurs taux. Finalement, vous avez été favorisé à ne pas respecter vos anciens taux Optam. Si vous étiez très vertueux sur vos honoraires, que vous fassiez beaucoup de secteurs, qu'effectivement vous aviez des taux de dépassement très bas, mais finalement vous pouviez avoir un effondrement de vos taux d'Optam. On a des spécialités un peu différentes. Moi, je vais en souvenir un pédiatre. Je crois qu'il a droit maintenant à 3% de dépassement d'honoraires. Voilà, parce qu'en fait, il est dans un territoire qui est compliqué. Il faisait parfois de l'urgence, donc il faisait quasiment plus de dépassement d'honoraires. Son nouveau taux, c'est 3%. Pour lui, le problème, c'est que il ne va pas changer ses pratiques. Mais si demain, pour une raison X ou Y, il change de pratique, il change de région, ça va être extrêmement compliqué de tenir ce genre de choses, puisqu'il est de plus en plus contraint. Donc il y a un effet psychologique qui est dramatique, parce que quand on est structuré, on voit le collègue qui s'en fichait
qui avait des taux au-dessus, qui n'a pas été ennuyé, et on voit celui qui faisait un petit peu plus attention ou qui avait une pratique effectivement tarifaire inférieure, qui se retrouve encore plus contraint. Donc, en termes d'image, c'est pas très bon. Donc, comme ces taux étaient calculés en tenant compte de l'augmentation du 1er juillet, la première version de ce que nous a envoyé Optam, c'est caduque. Donc les syndicats horizontaux, effectivement, dont Avenir SP, parce que ça représente beaucoup de spécialistes, on est monté effectivement au créneau en disant les taux ça va pas, faut arrêter cette histoire. Donc on voulait plutôt un moratoire. Donc pouf, ils ont fait un mini moratoire. Et ça, pour l'instant, ça va être appliqué au 1er janvier. Bon, je vous donnerai la frise. Alors juste pour vous dire comment c'est calculé effectivement le tarif d'un acte, parce qu'on verra pour le HCN, on l'a là. Donc il y a ce qu'on appelle le nombre de points de travail. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, effectivement. Il y a Pierre qui est là-bas, qui travaille dans ce genre de choses. On a un facteur monétaire, effectivement, qui est commun à toutes les spécialités, qui est fixé à 0,44. Et on a un coefficient de charge qui va probablement changer, effectivement, demain, à la suite des négociations sur le HCN. Et effectivement, donc le facteur monétaire, l'idée, c'est comme ça qu'on avait des actes qui étaient revalorisés. Il était théoriquement augmenté de 1,5 centime au 1er juillet. Cette augmentation, elle aura lieu finalement au 1er janvier. Alors ça a l'air de rien, 1,5 centime. Pour une spécialité comme la nôtre, c'est une augmentation à peu près de 8 à 10 000 euros pour les ophtalmos parce qu'on a pas mal d'actes techniques. On s'en sort pas trop mal. Les spécialités sans actes techniques, c'était un peu moins bien. Mais pour l'instant, on n'y a pas encore eu droit. Donc, la chronologie, effectivement, de ce que nous envoie la caisse, alors je vais le regarder parce que c'est un peu petit. Donc aujourd'hui, on avait reçu une première série. Donc pour ceux, effectivement, qui sont en cours, qui sont à l'Optam, vous avez dû recevoir maintenant de nouveaux, effectivement, contrats Optam. Alors ce ne sont pas vraiment nouveaux, c'est vos chiffres, qui cette fois-ci sont calculés sur l'augmentation, mais qui ont été décalés au 1er janvier. Puisqu'en fait, ça va arriver au 1er janvier. Donc pour l'instant, on est toujours tous dans l'Optam sans modification avec nos anciens taux, et on a maintenant une nouvelle proposition d'avenant qu'on pourra ou pas signer, et on a jusqu'au 3 novembre pour signer. Si vous ne signez pas, vous pouvez leur signaler, effectivement, en disant aujourd'hui, ça ne me plaît pas mon taux. Pour l'instant, ils ont reçu des consignes comme quoi il n'y a pas de négociation locale, mais vous pouvez gentiment leur signaler, moi ça ne me va pas, et en fait, vous n'êtes pas viré immédiatement. Vous allez avoir un entretien contradictoire avec la caisse. Ils auront 2 mois pour le faire. Et puis on discute, et puis on verra bien ce qui se passe au 1er janvier. Ne vous faites pas virer de l'Optam. Si vous faites virer de l'Optam, vous pourrez re-rentrer de l'Optam qu'à la prochaine convention. Il vaut mieux que vous en sortiez vous. Donc si vraiment vous voyez que ça ne va pas, ça sera à vous de sortir de l'Optam. L'idée pour l'instant, les conseils que moi je vous donnerai, soit vous êtes d'accord avec les taux, on va venir ici, vous les trouvez sympathiques, vous faisiez partie des gens qui n'avaient pas très attention à ces taux, vous avez même eu des taux plus favorables, signez-les. Pas de souci, vous pouvez y aller. Vous êtes à peu près d'accord avec les taux, signez, vous ne compliquez pas la vie. Par contre, vous avez une grosse baisse de vos taux parce que justement, vous faisiez partie des gens qui avaient peu de dépassements. Pour l'instant, ne signez pas. Vous leur signalez gentiment que vous voulez faire un entretien contradictoire dans les 2 mois qu'il y aura derrière. Le but étant de leur mettre une pression importante pour qu'on ait plein de gens qui demandent des entretiens contradictoires qui soient dans l'incapacité de le gérer pour qu'on reparte sur un moratoire. Parce qu'en fait, avec la modification des actes, il y aura de nouveau une négociation. Donc l'idée, c'est plutôt d'obtenir qu'on garde les anciens taux, et plutôt qu'on aille plus contraindre les gens. On verra bien comment ça va se passer. C'est là, ça va être les syndicats horizontaux qui vont être à la manœuvre. Mais l'idée, c'est de pouvoir garder les anciens taux et pas se retrouver avec des collègues comme le pédiatre dont je parlais à 3%. J'ai vu des orthopédistes, je crois que c'est ton frère, qui a un taux dramatique parce qu'il fait beaucoup d'urgence. Il y a des gens qui ont des activités très particulières, beaucoup d'urgence, et en fait, ils se retrouvent avec des taux qui n'ont plus rien à voir. Si demain, pour une raison, il ne veut plus faire d'urgence ou ne peut plus faire d'urgence, il va avoir une activité classique, il ne pourra pas bouger de ses pratiques d'honoraires et ça va être un peu compliqué. Donc, rediscuter avec eux et se dire, OK, on réécrira tout ça dans la ROF, mais plutôt d'aller essayer de provoquer cette négociation pendant les 2 mois qui resteront. Malgré leur discours rassurant, si vous êtes en commission paritaire, en pratique, il y a plein de gens qui sont en train de ne pas signer. Donc ils s'inquiètent un peu. Alors l'Optam, ça sert à quoi? C'est pas tellement pour le médecin, parce qu'effectivement, il y a une petite prime, je le rejoins, mais bon, par rapport à nos chiffres d'affaires, c'est pas si important. On a des actes qui sont un peu plus valorisés. Mais pour ceux qui font de la chirurgie, c'est surtout une meilleure prise en charge de nos patients. On a de plus en plus de complémentaires qui remboursent mieux, et franchement mieux, si vous êtes Optam. Donc si vous êtes sur un territoire qui est concurrentiel, de temps en temps, effectivement, ça peut être plus compliqué. Puis pour nos patients qui payent des complémentaires, c'est un peu logique qu'elles participent. Et on a des complémentaires. Aujourd'hui, si le médecin n'est pas à l'Optam, je ne rembourse pas de dépassement d'honoraires. Donc les plus pénalisés dans cette histoire, cette sortie d'Optam, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre un peu le côté un peu bloqué de la caisse, ça sera les patients. Donc on aura peut-être besoin des patients dans pas longtemps. Il y a eu, on l'attendait depuis un moment, on en parlait, il y avait un reportage sur le dépassement d'honoraires. Bon, ils sont venus me voir, c'était le hasard. Finalement, j'ai eu 2 patients très sympathiques qui trouvaient très bien les dépassements d'honoraires. J'ai cru que les journalistes, en fait, n'allaient pas le diffuser. Parce qu'en fait, globalement, ils cherchaient un patient qui ne pouvait pas manger depuis une semaine parce que j'avais fait des dépassements d'honoraires.
Donc ça a été compliqué. J'ai dit, bah non, madame. Et elle a même choisi une journée où c'était une journée où j'avais plus de chances de faire un dépassement d'horaire. J'ai une activité également dans un hôpital, donc je ne fais pas de dépassement là-dessus. Ah non, ça ne va pas, je voudrais voir des patients et des dépassements. Je dis, madame, j'ai du mal. Et puis on pratique tact et mesure, elle est faite par tous les médecins. Donc aujourd'hui, on est tous sur cette version-là. Donc ça, c'est l'Optam. Autre gros sujet, effectivement, ça va être le Haut Conseil de la nomenclature. Et là, effectivement, il y a Pierre, et je remercie, parce que je crois que c'est un énorme boulot. Donc, et je suis content que ça soit quelqu'un comme Pierre qui gère le dossier parce qu'il faut une expertise importante. Donc, c'est pas simple, t'es pas tout seul, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire ? Ça dure depuis 3 ans. Voilà. On aurait presque fini s'ils avaient tenu les délais. Voilà. Donc, normalement, on en a encore pour 2 ou 3 ans. Alors, tu penses encore 2 ou 3 ans ? Ouais, je crois, oui. Ah ouais, bon, moi, tu vois, moi, j'aurais pensé fin 2026, début 2027, mais bon, tu es plus au fait que moi. Donc, l'idée, c'est de revoir toute la CCAM. Donc, c'est-à-dire tous les actes, et c'est essentiellement une grande partie de nos revenus, tout va être effectivement refait. Donc, il y a un comité pour discuter avec ces gens de 50% de libéraux et d'hospitaliers. Donc, Pierre, qui est effectivement en charge du dossier, il va avoir une hiérarchisation des actes d'ophtalmo. Il faut tous les classer un par un. On va avoir des actes, effectivement, repères et des actes frontières qui vont permettre de se comparer à nos collègues. Et après, effectivement, on va venir ajuster les honoraires. À titre d'exemple, une cataracte, c'est à peu près le moitié prix qu'une tumeur cérébrale aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'on aura peut-être un débat avec nos neurochirurgiens en disant mon collègue qui fait la cataracte, effectivement, il fait 15 minutes. Bon, on va pouvoir raconter d'autres choses en disant qu'il y a un gros travail avant en amont, c'est compliqué. Sa tumeur cérébrale, je ne suis pas certain qu'il le fasse en 30 minutes. Donc on voit bien qu'il va y avoir quand même un débat, il va falloir qu'on discute donc, sur ce genre de choses. Et parallèlement, il va y avoir un travail sur le taux de charge. Donc, en termes d'activité, on a gagné en productivité. Nos machines nous permettent d'aller plus vite, mais en contrepartie, on a investi. Donc, sur le point de travail, on aura probablement des choses un peu plus difficiles à défendre. Par contre, effectivement, sur le taux de charge qui sera propre, lui, à chaque spécialité, il est sûr qu'aujourd'hui, on investit beaucoup plus. J'ai rien contre les anesthésistes, contre un anesthésiste. Et encore, ils ont des IAD parfois, mais sinon, à part son stéthoscope, un bureau et une IAD, en général, il n'y a pas grand-chose à l'anesthésiste. Tout le reste, c'est mis à disposition, effectivement, par la clinique. Donc, on va avoir, effectivement, un taux de charge qui sera important. Et on a obtenu qu'il y aurait 2 taux de charge différents. Un taux de charge, effectivement, pour les actes au bloc opératoire, puisque le matériel est fourni, et un taux de charge pour les actes en consultation, parce qu'en consultation, c'est nous qui payons tout. Donc, il ne fallait pas moyenner. Ça aurait été très embêtant que ça soit moyenné. Donc, en fait, pour ceux qui font de la consulte, c'est très bien qu'on investit de plus en plus dans nos cabinets. Et effectivement, la consultation, on aura un taux de charge plus important, donc on aura effectivement une séparation des deux. Et là, ça va pouvoir agir sur le coefficient de charge. Donc on espère pouvoir rattraper probablement une baisse du point de travail. Enfin, tu me corrigeras, mais je pense qu'on risque de s'en prendre un petit peu derrière la tête. Je pense pas qu'on soit dans la spécialité qui va être le plus favorisée et qu'on espère pouvoir compenser partiellement, en tout cas par le coefficient de charge. Dernier sujet, parce que Jean-Paul m'a signalé il y a juste titre, c'est le secteur 2. Donc sur le secteur 2 aujourd'hui, ça discute sur les réseaux professionnels médecins. Aujourd'hui, c'est plutôt voir comment ça se positionne. Je suis un peu dubitatif, pour ceux qui ont lu la liste, j'ai essayé de répondre, ce genre de choses. Il ne faut pas de temps en temps non plus crier au loup, est-ce que c'est comme ça qu'on le fait venir ? Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet. Alors politiquement, c'est vrai qu'on voit quelques-uns qui aimeraient bien que les médecins ne puissent pratiquer que des tarifs fixés, ce genre de choses. Si on passe tous demain en secteur 1, ça coûte une fortune à la caisse, puisqu'on a une baisse de nos charges sociales, on a des actes qui sont supplémentaires. Je ne suis pas du tout sûr que les finances publiques sont en capacité de le faire. En termes d'investissement, pour nous, ça risque d'être compliqué. Le premier effet qu'on aurait chez les ophtalmos, c'est un recentrement effectivement sur le cabinet principal et on arrêterait les investissements, c'est évident. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une menace effectivement peut-être dans les médias, dans ce genre de choses, mais en tout cas quand on discute avec les officiels, c'est pas le sujet. Et il y a eu une commission qui est en cours, qui n'a pas fini, qui est encore là. Et pour ceux qui ont été auditionnés, leur premier sujet, qui était pourtant un député communiste et puis un monsieur qui n'était pas un ancien hospitalier, qui était pareil, pas pro forcément de dépassement, le premier en introduction, c'est on ne demande pas la fin du secteur 2. Parce qu'ils savent parfaitement qu'aujourd'hui, il y a une décorrélation entre le prix des actes, l'évolution des pratiques. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc pour l'instant, nous, notre conseil, on est très attentif à ça. On verra bien comment ça se passe. Je suis beaucoup plus inquiet effectivement sur le HCN. Moi, j'ai beaucoup plus de retours. Assez régulièrement, on voit passer effectivement des choses comme quoi les ophtalmologistes ont des actes peut-être un peu surévalués, qu'on a gagné en efficacité. C'est assez courant. Et ils ont parfois une capacité d'être assez dans le dur de façon méchante, comme on a vu effectivement avec les radiologues, où ils ont décidé de façon unilatérale de baisser leur cotation de 300 millions d'euros. Voilà, donc sans trop de débat, en disant ça gagne trop, donc je baisse et je vais agir. Donc je suis un peu plus inquiet là-dessus, donc je fais confiance à Pierre de pouvoir maintenir nos revenus et nos rentes.
Non, C'est pas moi qui vais faire ça. Voilà. Le comité clinique est positionné sur un rôle assez technique pour l'instant, mais bon, on verra bien ce qui se passera après dans les discussions syndicales. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut avoir du poids dans les syndicats horizontaux qui participeront à la discussion financière finale. Oui, Pierre a raison, il y a eu un mini-débat, parce qu'en fait, on a des spécialités de bloc opératoire pur. En fait, ils avaient du mal à comprendre pourquoi on voulait un coefficient de charge dans nos cabinets. Et oui, mais ça n'a rien à voir, en fait, parce qu'effectivement, quand on va au bloc opératoire, on investit finalement, nous, assez peu. Par contre, pour amener le patient au bloc opératoire, c'est le sujet qu'on peut avoir de temps en temps quand on discute. Une biométrie, pour ceux qui sont plus anciens, ça valait quelques milliers d'euros il y a quelques années. Aujourd'hui, ça valait 10 fois plus. Les biomètres actuels sont beaucoup plus chers que ce qu'on avait pour toujours le même acte de chirurgie de cataracte. Donc effectivement, on a gagné du temps, mais on investit beaucoup plus, ce qui est mieux pour les patients, en amont. Et les actes n'ont pas bougé non plus. Donc on a effectivement des éléments qui peuvent le faire. 3 questions, vas-y. 3 petites questions courtes. Les angios au cabinet, est-ce qu'il est possible de faire acheter aux patients l'ampoule de fluo ou de verre d'indocyanine? Non, c'est intégré maintenant. C'est embêtant, c'est intégré maintenant. Alors effectivement, quand on fait de l'indocyanine, c'est une perte sèche. Autre question, puisque dans tous les cas on est obligé de faire un retour au médecin traitant, c'est quoi la différence entre l'APC et le MCS? L'APC, c'est adressé par le médecin, effectivement, pour une question. Donc, il faut qu'il soit adressé. Effectivement, le retour au médecin traitant, c'est j'informe mon médecin. C'est-à-dire que je suis un médecin spécialiste qui se coordonne. Donc, j'envoie la conclusion de mon examen au médecin traitant. L'APC, c'est celui qui déclenche l'examen. C'est le médecin traitant qui m'envoie, qui me pose une question, en fait. Mais si le patient il vient me voir pour ses lunettes, effectivement, si je veux coter le MCS, il vaut mieux. Aujourd'hui, c'est vrai que nos logiciels nous permettent souvent de faire un compte-rendu en systématique. Vous envoyez le compte-rendu, vous avez droit à votre MCS. Il y a, à ma connaissance, peu de contrôle sur ce sujet-là. Par contre, l'APC, effectivement, il faut que ce soit le médecin traitant qui soit vu. Et c'est très facile pour la caisse de vérifier qu'il a bien consulté un médecin traitant dans les 48 heures avant. Ça, c'est pour les MCU, pardon, mais qu'il soit envoyé par un médecin traitant et qu'on ait un courrier. Par téléphone, c'est suffisant, tu as raison, on n'est pas obligé d'avoir un courrier. C'est la notion d'adressage. Donc, à l'entête de votre courrier, Monsieur X, adressé par le docteur Y, c'est votre notion d'adressage, et vous faites un courrier, pas de problème. Et après, on est sur les règles. Vous ne devez pas revoir le patient dans les 4 mois, voilà, des choses comme ça. Dernière question, les conditions exactes pour utiliser la MY8 par une orthoptiste salariée dans le cabinet? Alors, les conditions exactes ne sont pas simples. C'est-à-dire, on va revenir à ce qu'on disait, ça doit être justifié. Alors, on va prendre un exemple, par exemple, un patient qui est suivi dans le cadre de la DMLA. Le patient, il vient dans le cadre de CMLA, il est suivi régulièrement. Cette fois-ci, il a besoin effectivement de faire changer ses lunettes, parce que ses lunettes sont en mauvais état. On a une réfraction, on a un examen orthoptique qui va être complet, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de souci, ils peuvent effectivement facturer. Et puis derrière, on va faire l'OCT, le suivi de sa rétine. Là, la MY8, on pourra le défendre. Par contre, le patient qu'on voit tous les mois, est-ce que je dois injecter ou pas injecter, ou j'ai une prise d'acuité visuelle rapide, côté la MY8 sera compliqué. Donc, par exemple, le patient qui vient pour sa consultation annuelle de suivi de glaucome, même s'il n'a pas de prescription optique, on est sur un an, donc c'est-à-dire avoir une réfraction précise et non pas une simple mesure d'acuité visuelle une fois par an pour un patient glaucomateux pour analyser les choses. Ça me paraît, voilà, celui-là me paraît tout à fait raisonnable. C'est tout. Moi, j'ai une question, je n'ai pas de lecteur de QR code. Concernant l'Optam, qui est une usine à gaz que l'on a compris, ou rien compris, pardon. Ouais, d'accord. Apparemment, il vaut mieux partir que de se faire virer, c'est ce que vous avez dit. Oui, parce que si on se fait virer, on ne pourra pas re-rentrer avant la prochaine convention. Donc si on voit que je ne vais pas y aller, donc finalement, il faut plutôt utiliser la période de contradictoire en disant, dans ces conditions, si vous ne changez pas, je ne signerai pas l'avenant. Et après, il va peut-être se passer des choses. Je croise les doigts, je l'espère. Ensuite, il y a plein de fantasmes disant si vous y allez, vous pouvez partir, etc. Tout ça, c'est du Si demain, c'est du vent complet, si demain, il y a un texte de loi qui dit de toute façon, on interdit tout complément d'honoraires, quel que soit le truc, on n'en aura plus, qu'on soit Optam ou non Optam. Donc il n'y a rien, c'est un contrat de droit privé. Si vous ne respectez pas effectivement le cotation de l'Optam, vous vous ferez virer de l'Optam avec peut-être des indus sur certaines choses. Là, il y a un flou. C'est pas assez clair sur quoi on a des indus. Mais finalement, ce qu'on disait, la rémunération supplémentaire des indus, elle n'est pas si importante. Alors attention, si vous avez assistants médicaux, vous pouvez parfois avoir des sommes un peu plus conséquentes. Donc, dans ces cas-là, effectivement, à regarder. Mais cette définition des indus, si on se fait virer, elle n'est pas claire. En tout cas, jusque fin 2026, il n'y aura aucune demande d'indus. Parce que justement, j'ai parcouru le papier, ils disent si vous dépassez de plus de 10 unités, je ne sais pas pourquoi, on peut récupérer. Ça sera pour le nouveau contrat. Pour jusque fin 2026, il n'y en aura pas. Mais toi, tu n'as pas reçu les nouveaux taux? Si, j'ai reçu. Si. Et ils ont augmenté tes taux?
Ils n'ont absolument pas bougé. Alors moi, c'est super parce que j'ai fait un courrier le même jour que Vincent. Je leur ai expliqué ma petite vie et ils m'ont remis au taux de 2016, donc à la moyenne régionale des Hauts-de-France. Eh ben, tu as de la chance. Ouais, donc c'est ce que je voulais te dire. Moi, je fais peu de dépassements, donc effectivement, l'idée, c'est Moi d'aller... aussi, j'étais à 8% de dépassement, 50% de tarifs opposables et ils m'ont remis sur la moyenne régionale, donc 36% de dépassement et 28% de tarifs opposables. C'est pas pour ça que je vais changer mes tarifs, je vais rester exactement à l'identique, mais au moins je suis pas piégée dans le système. Comme quoi, il faut aller négocier. Ça montre bien que c'est le bordel. Ah oui, c'est le bordel. Et Mais même... je sais pas pourquoi moi ils m'ont répondu et pas lui, alors que franchement on l'a envoyé le même jour. Oui, puis on a travaillé ensemble pour pouvoir répondre, qu'il n'y a pas de sujet. Mais en fait, on voit bien que c'est théoriquement pas négociable, mais effectivement, il faut arriver à ce genre de choses. Donc on va peut-être y arriver à quelque chose de raisonnable. Et juste la CSMCS, le patient ne doit pas être adressé par le... Oui. La CSMCS, le patient n'est pas forcément adressé par le médecin traitant, mais vous devez normalement remettre le courrier au patient ou imprimer la consultation. C'était juste le détail. On va faire une pause, si vous voulez bien. Une pause brève, très brève. 10 minutes, Pour 15 nos partenaires, pour vous allez vous voulez. Vous revenez sans qu'on ait à vous le dire, c'est mieux. Voilà, et je vous conseille parce que sur les logiciels, dans sur 5-10 l'informatique, et pareil sur le travail aidé, il y a un vrai sujet parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fantasmes, un peu comme l'OPTAM, sur qui peut faire Voilà. quoi. Donc vous allez dire bonjour à nos labos et tout, vous leur dites au revoir, et après ils plient, ils sont contents et vous revenez. Pardon. Merci.